À 62 ans, j'ai appris que l'on pouvait mourir sans tomber. On me voyait debout, en mouvement, utile, et c'est justement ça qui m'enterrait. La cuisine de ma fille, à Lyon, était une vitrine. Tout y brillait, comme dans ces catalogues où les gens ne mangent jamais. Le plan de travail était en pierre claire, sans une rayure. Le frigo avait une porte qui se refermait avec une douceur d'autel. Les poignées ne grassaient pas, les tiroirs glissaient sans protester. Et pourtant, dès que j'y posais le pied, je sentais une main invisible se poser sur ma nuque. Il était 18h15. Je le sais parce que j'avais pris l'habitude de regarder l'heure comme on vérifie une issue de secours. Les enfants, mes petits-enfants, donc mon sang, donc mon devoir, si l'on en croit la logique familiale, avaient décidé que le salon était une piste d'atterrissage. L'un faisait rouler une voiture miniature sur la plinthe, l'autre testait la résistance des coussins en sautant dessus avec une foi de scientifique. « Non, pas sur le canapé », disais-je, mais ma voix était devenue ce genre de bruit doux qu'on entend sans l'écouter, comme l'eau dans une fontaine. Sur le sol, une trace collante dessinait une arabesque. Je ne savais pas si c'était du jus, du yaourt ou cette substance mystérieuse que les enfants produisent à partir de rien, comme si leurs mains étaient des laboratoires. Je passais l'éponge, je repassais, j'effaçais. Je me penchais encore, ma colonne me rappelait que j'avais eu une vie avant d'être un meuble. Dans la casserole, l'eau pour les pâtes commençait à frémir. Je gardais un œil sur les bulles comme sur un animal domestique. Si je le quitte trop longtemps, il fera des bêtises. Je coupais des courgettes en rondelles fines, parce que Camille aimait ça al dente, pas en purée, et je me surprenais à obéir à ces nuances comme si elles étaient des lois. J'avais quitté mon appartement en début d'après-midi avec un sac de courses, un petit pull de rechange pour le plus jeune et cette phrase dans la tête « Ce n'est que pour quelques heures ». La phrase que toutes les femmes de ma génération ont avalée des milliers de fois jusqu'à ce qu'elle devienne un goût permanent dans la bouche. Quand la porte d'entrée claqua, un courant d'air traversa la pièce. Camille entra, coiffure impeccable, manteau sombre, parfum net. Elle posa son sac, jeta un regard rapide autour d'elle et sa bouche se tendit avant même qu'elle ne parle. Elle n'avait pas besoin d'élever la voix. Chez elle, tout était dans la précision du jugement. Son regard s'arrêta sur la trace, malgré mes efforts. « Maman », dit-elle comme on commence une phrase qu'on a répétée dans sa tête toute l'après-midi. « Tu as encore laissé les petits en mettre partout. Franchement, je t'ai dit 1000 fois, il faut être plus ferme. » Plus ferme, comme si la fermeté était un bouton que l'on pouvait régler sur mon poignet, entre grand-mère attendrie et surveillante de prison. Je respirai, je souris, je fis ce sourire poli des femmes qui savent que répondre ne servira qu'à rajouter du désordre. J'ai nettoyé, regarde. Elle ne regarda pas le résultat, elle regarda l'idée que quelque chose avait échappé à son contrôle. Je retournai vers la casserole. Dans le reflet de la vitre du four, je vis mon face. Ce n'était pas une scène de cinéma, il n'y avait pas de lumière flatteuse, juste moi, légèrement penchée, les cheveux tirés sans élégance, la peau marquée par des nuits trop peu tout levées, trop tard couchées. On aurait dit une femme de service dans une cuisine qui ne lui appartient pas. Et c'était exactement ça. « Les mains avant de venir à table !» lançai-je aux enfants. Ils levèrent les yeux une seconde, puis repartirent. Je répétais encore. Les mots s'effritaient. Camille ouvrit le frigo, vérifia quelque chose, referma. Un geste de propriétaire. Elle fit glisser un doigt sur le plan de travail, comme si elle cherchait une poussière au microscope. Elle n'en trouva pas, mais je sentis qu'elle aurait préféré en trouver une pour avoir raison. Je pensais à mon mari, mort depuis 3 ans. Il avait laissé derrière lui une absence et une maison, et chose curieuse, c'est la maison qu'on commentait le plus, comme si mon chagrin n'était qu'un détail, mais les murs, eux, devenaient un enjeu. Je n'en parlais pas. Dans cette famille, on ne parlait pas des choses qui font mal, on les remplaçait par des listes, les courses, les rendez-vous, les devoirs des enfants, les machines à laver. Comme s'il m'avait entendu, mon téléphone vibra sur la table. Un nom, Julien. Mon fils.
Je m'essuyai les mains, pris l'appareil, et avant même de dire bonjour, je savais déjà. Julien n'appelait pas pour demander comment j'allais. Julien appelait quand il manquait quelque chose, quand un bouton s'était décousu dans son monde et qu'il fallait que je le recouse à sa place. « Maman, tu peux me rendre un service ?» La phrase tomba, légère, habituelle, une plume qui, à force d'être posée sur ma poitrine, finit par peser comme une pierre. « Dis-moi. » J'ai une réunion importante demain matin. J'ai besoin de la chemise blanche, celle qui est bien repassée. Tu pourrais passer chez moi et lancer une machine, et si tu as le temps, tu peux aussi faire les draps. Avec le boulot, je suis débordée. Toi, tu es à la maison toute la journée, ça te fait sortir un peu. Toi, tu es à la maison toute la journée. Je restai une seconde silencieuse. Ce n'était pas méchant, c'était pire, c'était naturel pour lui. Comme le soleil qui se lève, comme une mère qui prend, comme une femme qui arrange. Je regardais Camille, qui m'observait d'un air distrait, déjà tournée vers ses propres urgences. Je regardais les enfants, qui criaient, vivants, exigeants, innocents. Je regardais la casserole, qui bouillait trop fort. Je baissais le feu, mécaniquement. Dans le reflet du micro-ondes, je me vis encore. J'ai eu l'impression étrange d'avoir disparu à force d'être là. « D'accord, Julien, dis-je avec cette douceur qui me servait de camouflage. Je verrai. » Je raccrochais, je restais un instant immobile, la main sur le téléphone comme on pose une pierre froide. Puis je repris le couteau, les courgettes, le sel, la routine. Mais quelque chose, à l'intérieur, venait de se fissurer sans bruit. Pas une scène spectaculaire, pas une scène, juste une fatigue claire, presque élégante, une lucidité. Dans la cuisine moderne de Lyon, au milieu des surfaces lisses, je compris que mon rôle n'était plus un rôle, c'était une cage dorée, et que la clé, peut-être, n'était pas chez eux. Elle était déjà dans ma poche. Le soir de mon anniversaire, la table était dressée avec une précision qui n'avait rien de tendre. Des assiettes blanches, des verres alignés, une bougie parfumée qui prétendait sentir la fleur d'oranger, mais respirait surtout la salle d'attente. Camille avait voulu quelque chose de simple, c'est-à-dire une simplicité coûteuse, calibrée, sans accident. Les enfants tournaient autour des chaises comme des satellites. On leur avait promis un gâteau, donc ils étaient heureux, donc ils faisaient du bruit, donc Camille fronçait déjà les sourcils. Julien arriva en retard, comme toujours, avec ce sourire d'homme pressé qui s'excuse sans vraiment se sentir en faute. Il embrassa l'air près de ma joue, posa sa main sur mon épaule, ce geste de fils qui croit encore que le contact remplace l'attention. « Joyeux anniversaire, maman !» J'avais 62 ans. Je n'attendais pas un miracle. Je n'attendais même pas une phrase brillante. Je voulais juste sentir une fois dans l'année que j'étais autre chose qu'une fonction. Une femme, peut-être. Une personne. Le gâteau était joli, trop joli. Il avait cette esthétique des vitrines où l'on n'ose pas couper, comme si la lame allait abîmer plus que de la crème. On alluma 2 bougies, un 6 et un 2, rouges, légèrement kitsch, presque insolents. Les enfants soufflèrent avant moi, évidemment. Personne ne les gronda vraiment parce qu'on ne gronde pas les enfants quand on est pressé de passer à autre chose. Puis vint le moment des cadeaux. Camille posa devant moi un petit paquet plat, emballé dans un papier kraft avec une ficelle. Le minimalisme pour cacher l'intention. Julien, lui, avait ce regard satisfait des gens qui ont fait ce qu'il faut. Je reconnus ce regard. Je l'avais eu moi aussi, quand j'achetais à mon mari une cravate parfaitement inutile, en me disant que j'avais accompli mon devoir conjugal. « Ouvre, maman, tu vas voir, c'est pratique. » Pratique. Le mot tomba comme une cuillère dans une tasse vide. J'écartai doucement le papier.
À l'intérieur, un écrin noir, une marque discrète, un objet qui ressemblait à une montre mais n'en était pas une. Un bracelet, un dispositif, une petite chose lisse. Julien prit la parole trop vite, comme s'il redoutait mon silence. C'est une téléalarme, avec GPS et un bouton d'urgence. Comme ça, si tu tombes, tu appuies et voilà, on est prévenu. On veut juste être rassuré. Rassuré, eux. Camille ajouta en regardant son verre. Et puis, tu es souvent seule, maman. Il faut penser à la sécurité. Je fixais l'objet. Il était léger, presque élégant, justement. La technologie sait se faire jolie quand elle veut entrer dans votre vie sans qu'on lui demande. Un instant, je crus entendre mon propre souffle, plus fort que les conversations, comme si mon corps me signalait quelque chose. Je pensais à ma mère, qui avait fêté ses 62 ans avec un bouquet de fleurs des champs et une robe réparée pour aller au marché. Personne ne lui avait offert une balise. On lui avait offert un foulard, un livre, un parfum, des choses inutiles, donc humaines. Je relevai la tête et je souris. Un sourire correct, un sourire qui ne dérange pas. C'est attentionné, merci. Je n'ajoutais rien. À quoi bon? Expliquer qu'un cadeau peut être une cage, qu'un bouton d'urgence peut être aussi un bouton de contrôle, que le GPS, sous prétexte de me protéger, pouvait surtout vérifier où j'étais, à quelle heure, combien de temps, avec qui. Julien insista, sans s'en rendre compte. Comme ça, on ne s'inquiète pas quand tu ne réponds pas tout de suite. Et puis, tu sais, maman, tu n'as plus 20 ans. L'autre jour, tu as dit que tu avais eu un petit vertige. On préfère prévenir. Le vertige. Oui, mais mon vertige n'était pas celui de l'âge. Mon vertige, c'était de comprendre que je devenais, dans leurs esprits, un risque à gérer, un coût potentiel, une responsabilité administrative, une case qu'on coche. Je passai le bracelet autour de mon poignet. Il se referma avec un clic doux, un clic d'acceptation. Les enfants applaudirent parce qu'ils aimaient les gadgets. Camille sembla soulagée, comme si elle venait de ranger quelque chose à sa place. Julien reprit sa fourchette. La vie continua. Je coupais une part de gâteau. Je mâchais. J'entendis ma propre voix dire « Il est très bon ». Et dans ma tête, une autre voix, plus ancienne, plus sèche, plus fidèle, murmurait « Ce n'est pas une fête, c'est une mise sous surveillance ». Plus tard, quand la vaisselle s'empila et que les enfants partirent à jouer, je me levai pour aller aux toilettes. Dans le couloir, il y avait un miroir étroit. Je m'y regardais. Le bracelet brillait sur ma peau comme une promesse moderne. Sur mon visage, il y avait cette même femme que j'avais vue la veille dans la vitre du four, debout, utile, effacée. Je posai ma main sur le dispositif. Il vibra légèrement, comme pour me rappeler qu'il était là, qu'on m'avait équipé. Je ne pleurais pas, je ne fis pas de scène. J'avais appris depuis longtemps à garder les émotions dans la salle de bain, derrière une porte fermée. Mais ce soir-là, en refermant doucement le verrou, je compris une chose très simple. Si je ne reprenais pas la main, ils allaient conduire ma vieillesse à ma place, et moi, je finirais par les remercier pour la route. Le matin où je suis partie, Lyon avait cette lumière pâle qui n'appartient à personne. Les rues semblaient encore hésiter entre la nuit et la journée. J'aime ces heures-là. Elles ne demandent rien, elles n'expliquent rien. On peut y passer comme une ombre, sans que personne ne vous retienne. J'avais dormi peu. Pas par peur, par vigilance. La même vigilance qu'on a avant une décision importante, quand on sait que le retour en arrière ne serait pas une consolation, mais une humiliation. La veille, j'avais vidé mon frigo, pas par mesquinerie, je n'ai jamais su être mesquine, mais par logique. J'avais donné ce qui pouvait l'être, jeté le reste, nettoyé les étagères. J'avais laissé mon appartement propre, presque impersonnel, comme si je préparais une vente.
Dans un sens, je vendais déjà quelque chose, l'image de moi qu'ils avaient fabriquée. À 6h20, j'ai entendu le bruit discret d'un moteur dans la rue. Je suis allée à la fenêtre, un van couleur menthe, net, presque joyeux dans la grisaille. Le genre de véhicule qu'on imagine sur les routes de l'été, pas dans un quartier lyonnais en janvier. Il était là pourtant, et il m'attendait comme un rendez-vous avec ma jeunesse. J'avais loué ce van sans en parler. J'avais signé, payé, lu les conditions, montré mon permis. On ne m'avait pas demandé si mes enfants étaient d'accord. On ne demande jamais aux enfants si leur mère est d'accord non plus. Cette asymétrie m'avait soudain semblé comique. Je descendis avec un sac, pas plus. Quelques vêtements, un carnet, une trousse de toilette, une petite botte de médicaments. Et cette vieille veste en cuir que je n'avais pas portée depuis des années. Elle avait un pli à l'épaule, une odeur de placard, mais dès que je l'enfilai, mon dos se redressa, sans que j'y pense, comme si le corps reconnaissait une version de moi-même qu'on avait laissée au fond d'une armoire. J'ai fermé la porte doucement, la clé a tourné sans résistance. Un petit clic, rien de dramatique, juste une porte qui se ferme sur une époque. Dans la rue, l'air était froid. Je marchais vers le van avec cette prudence de femme qui a passé sa vie à faire attention aux autres, ne pas déranger, ne pas gêner, ne pas faire de bruit. Puis, à 2 pas du véhicule, j'ai souri, parce que pour une fois, le bruit n'était pas mon problème. À l'intérieur, tout sentait le neuf et le bois clair, un lit plié, une petite cuisine, des rangements, une table, une maison compacte, sans souvenir, donc sans chaîne. J'ai posé mon sac, je me suis assise au volant et j'ai laissé mes mains sur le volant quelques secondes. Elles tremblaient légèrement, oui, mais ce n'était pas de faiblesse, c'était l'élan. Avant de démarrer, j'ai pris mon téléphone. Le groupe familial s'appelait Tribu. Quel mot! Une tribu, c'est censé protéger. Chez nous, cela surveillait. J'ai écrit lentement, sans colère, sans grands effets. J'ai choisi chaque mot comme on choisit une tenue pour un enterrement. Sobre, impeccable, impossible à critiquer. Maman ne disparaît pas. Maman part retrouver Madeleine. Le frigo est vide. À partir d'aujourd'hui, vous vous organisez. Je n'ai pas ajouté de smiley. Je n'ai pas mis de point d'exclamation. J'ai envoyé. Pendant une seconde, j'ai senti le vide, ce moment exact où l'on vient de lâcher un objet qu'on tenait depuis trop longtemps. Le téléphone a vibré tout de suite, une notification, puis 2, puis 3. J'ai retourné l'écran face contre la table, comme on retourne une photo. Je n'étais pas en fuite, je n'étais pas en crise, je n'étais pas perdue. J'étais juste une femme majeure, saine d'esprit, propriétaire de sa vie, qui décidait de conduire. J'ai démarré. Le van a glissé dans la rue comme un bateau dans un canal. Au premier feu rouge, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur, les cheveux attachés vite, les yeux cernés, la veste en cuir. Et ce regard-là, je le reconnaissais. Il ne demandait pas de permission. Je me suis engagée sur l'autoroute. À la sortie de Lyon, les panneaux indiquaient des directions familières. J'ai choisi celle qui menait loin, sans raconter à personne où j'allais. Dans la boîte à gants, le bracelet GPS était là, oublié volontairement. Je ne l'avais pas oublié, je l'avais pris, non pas comme une laisse, mais comme une preuve. La route s'ouvrait devant moi, longue, blanche, indifférente. Et pour la première fois depuis des années, cette indifférence m'a paru douce. Le matin où je suis partie, Lyon avait cette lumière pâle qui n'appartient à personne. Les rues semblaient encore hésiter entre la nuit et la journée. J'aime ces heures-là, elles ne demandent rien, elles n'expliquent rien. On peut y passer comme une ombre, sans que personne ne vous retienne. J'avais dormi peu, pas par peur, par vigilance. La même vigilance qu'on a avant une décision importante, quand on sait que le retour en arrière ne serait pas une consolation, mais une humiliation. La veille, j'avais vidé mon frigo, pas par mesquinerie, je n'ai jamais su être mesquine, mais par logique. J'avais donné ce qui pouvait l'être, jeté le reste, nettoyé les étagères. J'avais laissé mon appartement propre, presque impersonnel, comme si je préparais une vente. Dans un sens, je vendais déjà quelque chose, l'image de moi qu'ils avaient fabriquée. À 6h20,
j'ai entendu le bruit discret d'un moteur dans la rue. Je suis allée à la fenêtre. Un van couleur menthe, net, presque joyeux dans la grisaille. Le genre de véhicule qu'on imagine sur les routes de l'été, pas dans un quartier lyonnais en janvier. Il était là, pourtant, et il m'attendait comme un rendez-vous avec ma jeunesse. J'avais loué ce van sans en parler. J'avais signé, payé, lu les conditions, montré mon permis. On ne m'avait pas demandé si mes enfants étaient d'accord. On ne demande jamais aux enfants si leur mère est d'accord non plus. Cette asymétrie m'avait soudain semblé comique. Je descendis avec un sac, pas plus. Quelques vêtements, un carnet, une petite trousse de toilette, une petite boîte de médicaments, et cette vieille veste en cuir que je n'avais pas portée depuis des années. Elle avait un pli à l'épaule, une odeur de placard, mais dès que je l'enfilai, mon dos se redressa sans que j'y pense, comme si le corps reconnaissait une version de moi-même qu'on avait laissée au fond d'une armoire. J'ai fermé la porte doucement. La clé a tourné sans résistance. Un petit clic. Rien de dramatique, juste une porte qui se ferme sur une époque. Dans la rue, l'air était froid. Je marchais vers le van avec cette prudence de femme qui a passé sa vie à faire attention aux autres, ne pas déranger, ne pas gêner, ne pas faire de bruit. Puis, à 2 pas du véhicule, j'ai souri, parce que pour une fois, le bruit n'était pas mon problème. À l'intérieur, tout sentait le neuf et le bois clair. Un lit plié, une petite cuisine, des rangements, une table, une maison compacte, sans souvenir, donc sans chaîne. J'ai posé mon sac, je me suis assise au volant et j'ai laissé mes mains sur le volant quelques secondes. Elles tremblaient légèrement, oui, mais ce n'était pas de faiblesse, c'était l'élan. Avant de démarrer, j'ai pris mon téléphone. Le groupe familial s'appelait « tribu ». Quel mot! Une tribu, c'est censé protéger. Chez nous, cela surveillait. J'ai écrit lentement, sans colère, sans grands effets. J'ai choisi chaque mot comme on choisit une tenue pour un enterrement. Sobre, impeccable, impossible à critiquer. Maman ne disparaît pas. Maman part retrouver Madeleine. Le frigo est vide. À partir d'aujourd'hui, vous vous organisez. Je n'ai pas ajouté de smiley. Je n'ai pas mis de point d'exclamation. J'ai envoyé. Pendant 1 seconde, j'ai senti le vide, ce moment exact où l'on vient de lâcher un objet qu'on tenait depuis trop longtemps. Le téléphone a vibré tout de suite, une notification, puis 2, puis 3. J'ai retourné l'écran face contre la table, comme on retourne une photo. Je n'étais pas en fuite, je n'étais pas en crise, je n'étais pas perdue. J'étais juste une femme majeure, saine d'esprit, propriétaire de sa vie, qui décidait de conduire. J'ai démarré. Le van a glissé dans la rue comme un bateau dans un canal. Au premier feu rouge, j'ai vu mon reflet dans le rétroviseur, les cheveux attachés vite, les yeux cernés, la veste en cuir, et ce regard-là, je le reconnaissais. Il ne demandait pas la permission. Je me suis engagée à l'autoroute. À la sortie de Lyon, les panneaux indiquaient des directions familières. J'ai choisi celle qui menait loin, sans raconter à personne où j'allais. Dans la boîte à glands, le bracelet GPS était là, oublié volontairement. Je ne l'avais pas jeté, je l'avais pris, non pas comme une laisse, mais comme une preuve. La route s'ouvrait devant moi, longue, blanche, indifférente, et pour la première fois depuis des années, cette indifférence m'a paru douce. Les premiers kilomètres ont toujours un goût étrange. On croit qu'on est déjà parti, mais le corps, lui, continue de vérifier. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on va être puni? L'autoroute filait, et le van avalait la distance avec une assurance tranquille. À l'intérieur, tout vibrait légèrement. Un placard, une bouteille d'eau, une cuillère oubliée. Ce petit bruit de vie me rassurait. Dans ma vieille routine, tout était silencieux parce que tout était figé. Ici, même le moindre tremblement disait « tu bouges ». Je quittais la grande voie pour des routes plus étroites en direction du Vercors. Les reliefs se dressaient, sombres, presque bleutés.
Les arbres avaient cette dignité des choses qui ne demandent pas qu'on les applaudisse. J'avais l'impression d'entrer dans un territoire qui ne me connaissait pas, donc ne me jugeait pas. À midi, je me suis arrêtée sur un parking discret, avec une vue qui donnait sur une vallée. J'ai ouvert la porte latérale, respiré l'air froid, et j'ai mangé un sandwich debout, comme une adolescente qui sèche les cours. C'était ridicule peut-être, mais cette ridicule liberté m'a fait du bien. Puis, il y a eu les détails, ceux qu'on ne raconte jamais dans les grandes déclarations, les détails qui, en vérité, font la différence entre un rêve et une vie. Le premier soir, j'ai compris ce que signifiait être autonome. Il fallait trouver un endroit autorisé, stable, pas trop isolé, mais assez pour dormir sans entendre des talons dans un couloir. J'avais téléchargé Park Fortnite en cachette et je suivais les recommandations comme une élève appliquée. Une aire tranquille, vue magnifique, attention au vent. J'ai choisi. Quand la nuit est tombée, le froid s'est glissé sous les joints du van avec une patience d'ennemi. J'ai essayé de faire fonctionner le chauffage, j'ai lu une notice, j'ai appuyé sur un bouton. Rien. J'ai recommencé. Rien. J'ai soupiré, et ce soupir-là n'était pas de fatigue, c'était de cette panique sourde qu'on ressent quand on est seul face à une machine et qu'on n'a pas envie d'appeler quelqu'un pour s'entendre dire « Tu vois, tu n'y arrives pas ». Je me suis habillée avec tout ce que j'avais, pull, gilet, veste en cuir, même une écharpe tricotée par ma mère. Je me suis glissée sous la couverture, j'ai écouté la forêt. Les branches craquaient, le vent frottait la carrosserie. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Je me suis dit « Madeleine, c'est maintenant que tu vas regretter ». Le lendemain, au lever du jour, j'ai tenté de vider les eaux usées. Je n'avais jamais pensé dans ma vie à la poésie du mot « eau usée ». À l'étape suivante, le gaz, l'évier, la petite bouteille, le raccord. Tout était simple sur les vidéos, tout semblait évident dans les mains des autres. Et puis, sur une route secondaire, le van a donné un petit coup sec, une vibration inhabituelle, comme une phrase qui déraille. J'ai ralenti, je me suis arrêté sur le bas-côté, et j'ai vu le pneu, à plat, sans romantisme, sans excuse. La liberté parfois se présente sous la forme d'un caoutchouc qui se dégonfle. Je suis resté immobile quelques secondes. Le réflexe ancien est monté, appelé Julien. Il aurait répondu vite, il aurait soupiré, il aurait dit « Maman, pourquoi tu t'entêtes ?» Et j'aurais senti à travers son efficacité la satisfaction de récupérer le volant. J'ai rangé ce réflexe comme on range un couteau. J'ai sorti mon téléphone, pas pour appeler, pour apprendre. Une vidéo, une autre. Changer une roue sur van. J'ai suivi, j'ai cherché le cric, j'ai posé la main sur la clé. Mes doigts ont glissé, j'ai juré, tout bas, ça m'a fait rire. Un rire bref, presque indécent. Je n'avais juré depuis des années. Et c'est là qu'un groupe de jeunes s'est arrêté, un vieux fourgon rempli de sacs de randonnée, de musique et de désordre. Ils m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. Leur gentillesse n'avait rien de paternaliste. C'était simple, direct. En 20 minutes, le pneu était changé. Un d'eux a lancé en souriant « Eh ben, respect, madame, vous êtes une grand-mère cool. » Grand-mère cool. J'ai hoché la tête comme si ce n'était rien, mais à l'intérieur, quelque chose s'est redressé encore. Ce n'était pas un compliment sur mon âge, c'était une reconnaissance de ma capacité. Quand ils sont repartis, j'ai repris la route. Le soleil commençait à frapper les sommets, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à ce que mes enfants diraient. Je n'avais pas seulement quitté Lyon, j'étais en train d'apprendre, lentement, comment on se tient debout sans demander la permission. Pendant que je comptais les kilomètres et les soufflettes de vent contre la carrosserie, eux comptaient les minutes. Et c'est curieux, on croit toujours que l'absence d'une mère se mesure en chagrin. Chez mes enfants, elle s'est d'abord mesurée en logistique. Le deuxième jour, Camille a envoyé un message sur le groupe. Tôt, beaucoup trop tôt pour quelqu'un qui se dit débordé. « Maman, tu peux juste me dire quand tu reviens, j'ai une réunion et personne pour déposer les enfants. » Le ton n'était pas inquiet, il était irrité.
comme on parle à une livraison en retard. J'ai lu, sans répondre tout de suite, mon téléphone posé sur la petite table du van vibrait comme un insecte. Je l'ai laissé vibrer. Je commençais à comprendre que, dans ma vie d'avant, je répondais à tout comme si c'était une alarme, et que c'est moi qui m'étais transformée en téléalarme humaine. Julien, lui, a appelé le soir. Je l'ai entendu avant même de décrocher, son souffle rapide, son impatience d'homme qui veut régler un problème, pas écouter une mère. « Tu es où là ? On n'arrive pas à... Enfin, on n'arrive plus à s'organiser. » Le « on » était beau, il faisait croire à une équipe. En réalité, ils étaient deux adultes qui découvraient qu'un foyer ne s'auto-nettoie pas, que des enfants ne se téléportent pas à l'école, que les repas ne sortent pas d'une application. « Je suis sur la route », ai-je répondu, simplement. Il a tenté l'humour, maladroit. « Tu fais ta crise d'ado à 62 ans, c'est ça ?» J'ai souri, seul dans mon van. Il croyait me piquer, il ne faisait que me révéler. Pour lui, une femme qui se choisit est forcément en crise. Non, Julien, je respire. Silence. Un vrai silence, lourd. Puis il a repris, plus sec. « Camille est à bout. Moi aussi. On a dû payer une baby-sitter hier soir et... c'est cher. » Je l'attendais, ce mot-là. L'argent. Quand l'amour ne suffit pas, on appelle l'argent à la barre. Quelques jours plus tard, j'ai appris par une amie rare, de celles qui ne sont pas des prolongements familiaux, mais des personnes, que Camille avait demandé des devis. Aide ménagère, garde périscolaire, mercredi, vacances, au cas où. On dit au cas où comme on dit au cas où il pleuvrait, sauf que cette fois l'orage était moi. Le chiffre est arrivé comme une gifle élégante, autour de 2500 € par mois, selon les heures, selon les besoins, selon le niveau d'exigence de Camille. J'ai imaginé sa tête, elle qui négociait tout, elle qui contrôlait tout devant une facture qui, pour une fois, ne pouvait pas être repoussée sur ma bonne volonté. Mais le plus intéressant n'était pas le montant, c'était ce qu'il révélait. On payait donc si cher pour ce que j'offrais gratuitement. Pas par amour, l'amour, lui, ne se facture pas, mais par habitude, par confort, par cette vieille idée que la mère a le temps, qu'elle est là, que son existence est un grand couloir où les autres peuvent passer sans frapper. Je les imaginais, ce matin-là, dans leur appartement, Julien cherchant une chemise propre, ouvrant le placard comme on ouvre une énigme, le fer à repasser, un objet mystérieux posé sur une étagère, Camille essayant d'attacher les lacets d'un enfant en regardant l'heure, l'œil déjà noir, les deux enfants en retard, affamés, pleurant pour des raisons qu'on ne comprend jamais quand on est pressé, et tout à coup, ce mot que Camille m'avait jeté à la figure, quiquidule, qui dit non, discipline. Je la voyais, elle, la discipline, cette femme qui croyait m'apprendre l'autorité, découvrir que l'autorité n'est pas une humeur, c'est une présence, une constance, un corps qui se met entre l'enfant et le chaos, un corps que j'avais prêté pendant des années. Camille a fini par m'envoyer un vocal. Sa voix tremblait d'agacement et de fatigue. « C'est pas possible, maman, tu ne peux pas nous faire ça. Les enfants, ils demandent après toi. » Voilà. La vérité glissait enfin entre deux reproches. Ce n'était pas seulement mon travail qui manquait, c'était mon existence. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais à travers le pare-brise les montagnes s'éloigner, et je me suis dit que c'était peut-être la première leçon que je leur offrais qui ne se plierait, ne se repasserait, ne se rangerait dans aucune armoire. Une leçon simple. Aider ne veut pas dire se laisser remplacer, et être mère ne signifie pas être disponible jusqu'à l'effacement. Je n'avais pas besoin de les punir. Il suffisait de ne plus être là pour qu'ils voient enfin ce que « là » voulait dire. L'Algarve m'a accueilli sans cérémonie. Pas de grandes phrases, pas de promesses, juste cette lumière blanche qui écrase les contours et oblige à regarder les choses telles qu'elles sont. La mer était là, immense, indifférente, exactement ce qu'il me fallait. J'ai garé le van un peu en retrait, face à l'océan.
Le sable était pâle, presque froid sous mes chaussures. J'ai ouvert la porte latérale et je suis restée un moment immobile, comme on le fait devant une photographie trop belle. On hésite à entrer dans le cadre. Le vent sentait le sel et quelque chose de végétal, une odeur qui n'appartient pas aux cuisines ni aux chambres d'enfants. C'est là que j'ai rencontré Henri. Il était déjà là, assis sur un pliant, un verre de vin à la main, regard tourné vers l'horizon. Un homme de mon âge, peut-être un peu plus, le genre d'homme qu'on ne remarque pas tout de suite et qui pourtant occupe l'espace avec une tranquillité assumée. Son van était ancien, cabossé, décoré d'autocollants fanés. Rien de chic, rien de stratégique. Il m'a salué d'un signe de tête. Pas de curiosité déplacée, pas de questions inutiles. J'ai apprécié. Plus tard, quand le soleil a commencé à descendre, il a proposé un verre. J'ai accepté. Nous avons parlé peu, de la route, du temps, des endroits où l'on dort bien sans être dérangé. Il ne m'a pas demandé pourquoi j'étais là, je ne lui ai pas demandé ce qu'il fuyait. À notre âge, on sait que les meilleures conversations commencent quand on cesse d'expliquer. Il m'a dit qu'il était parti après un divorce tardif, silencieux, sans drame. Un jour, je me suis rendu compte que je m'étais absentée de ma propre vie, a-t-il dit, simplement. J'ai hoché la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Quand la lumière est devenue orangée, presque irréelle, il m'a regardé et a posé la question, celle que tout le monde finit par poser, avec plus ou moins de délicatesse. « Vous ne regrettez pas votre maison ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pensé à mes murs, à mes meubles, à mes photos rangées dans des cadres qu'on dépoussière sans les regarder. J'ai pensé à mon lit, trop grand depuis la mort de mon mari. J'ai pensé à ce que l'on appelle chez soi et qui parfois ne vous appartient plus vraiment. La maison est un souvenir, ai-je fini par dire. Le van, c'est l'avenir, et je n'ai jamais été aussi jeune que maintenant, à 62 ans. Il a souri. Pas un sourire de séduction, un sourire de reconnaissance, comme si je venais de nommer quelque chose qu'il connaissait déjà. Nous avons bu en silence, le genre de silence qui ne cherche pas à être comblé. Les vagues faisaient leur travail, méthodiquement. Je sentais mes épaules se détendre, mon souffle s'allonger. Personne n'attendait rien de moi, personne ne chronométrait mon utilité. Ce soir-là, allongé dans le van, j'ai laissé la porte entr'ouverte. Le bruit de la mer entrait comme une respiration étrangère. J'ai pensé à mes enfants, bien sûr. On ne cesse pas d'être mère parce qu'on change de paysage. Mais pour la première fois, cette pensée n'était pas lourde. Elle était à sa place. Je n'étais plus la femme qui manque. J'étais la femme qui existe ailleurs. Et en m'endormant, bercée par l'océan, j'ai compris que cette route n'était pas une fuite. C'était un apprentissage tardif mais précis, celui de vivre sans s'excuser. Le téléphone a sonné au moment le plus simple de la journée, ce moment où l'on croit, naïvement, que la paix est acquise. J'étais à quelques kilomètres de la frontière espagnole, une aire tranquille, un ciel bas, le van garé face à une plaine où des herbes sèches se couchaient sous le vent. J'avais fait chauffer de l'eau dans la petite bouilloire. Le bruit du frémissement me rappelait mon ancienne cuisine, mais sans les injonctions autour. J'avais préparé un café, je m'étais assise, carnet ouvert, et j'écrivais des noms de lieux, des idées de route, des choses inutiles, donc vitales. Le téléphone a vibré, encore, puis a sonné. Le nom de Camille s'est affiché. Pas un message, pas un texto, un appel. Quand Camille appelait, ce n'était jamais pour demander, c'était pour obtenir. J'ai décroché. Au début, je n'ai entendu que sa respiration, hachée. Puis sa voix est sortie, plus aiguë que d'habitude, comme si elle avait été rétrécie par la peur. « Maman, c'est Léon. Il a de la fièvre.
il vomit. Je sais pas quoi faire. Tu peux revenir? S'il te plaît, reviens. » Le mot « s'il te plaît » m'a heurté comme un objet étranger. Camille ne disait pas « s'il te plaît ». Camille disait « il faut, tu dois, on n'a pas le choix ». Là, elle suppliait. Je sentis ma poitrine se serrer, d'un coup, brutalement. La fièvre d'un enfant, c'est un pouvoir absolu sur le cœur d'une grand-mère. Je l'ai senti dans mes mains, dans ma nuque, dans ce réflexe qui crie « rentre ». Je me suis levée, j'ai fait quelques pas dans le van, comme si marcher pouvait m'aider à respirer. « Il a combien ?» ai-je demandé, calmement. Ma voix m'a surprise par sa douceur maîtrisée, pas froide, tenue. 39, presque 40. Il pleure, il veut toi. Julien est au boulot, il répond pas, et moi je panique. Je l'imaginais, elle, dans cet appartement trop net, avec un enfant brûlant dans les bras, les jouets renversés, le temps qui devient soudain menaçant. Je l'imaginais se souvenir de mes gestes, le front qu'on touche, l'eau tiède, la main sur le ventre, la couverture, la patience. Je l'imaginais découvrir que la maternité n'est pas un concept, c'est une nuit blanche. Je me suis assise. J'ai regardé ma tasse de café qui refroidissait déjà. Camille, tu es sa mère. Elle a eu un sanglot, bref, irritée. Mais je sais pas comme toi. Comme toi, voilà. Elle venait de dire la vérité. Ce n'était pas ma cuisine qu'elle regrettait, c'était mon savoir, mon calme, mon corps de femme qui a traversé l'inquiétude 1000 fois sans qu'on lui dise merci. Je fermais les yeux une seconde. Je sentais au fond de moi cette tentation de céder, de redevenir l'ambulance familiale. Et je sentais tout aussi clairement que si je cédais maintenant, je ne partirais plus jamais. Je parlais lentement pour que mes mots ne deviennent pas des armes. Tu appelles le 15 si tu as un doute sérieux. Tu peux appeler SOS médecin. Tu donnes du paracétamol à la dose adaptée. Tu le mets en pyjama léger. Tu surveilles, tu notes l'heure et tu respires. Je ne te dis pas ça pour te juger. Je te dis ça parce que tu peux le faire. Mais maman, elle essayait encore de tirer sur le fil. Je regardais par la fenêtre. Le vent pliait l'herbe comme on plie une nappe après un repas. Une image me traversa. Moi, autrefois, pliant des draps, pliant des vies. Je suis à la frontière, Camille, et je ne vais pas rentrer pour faire une soupe. Je t'aime, j'aime Léon, mais tu dois apprendre. Aider n'est pas décider à ta place, et être mère n'est pas avoir une mère derrière soi en permanence. Elle s'est tue. Le silence a duré longtemps, puis j'ai entendu sa respiration ralentir un peu, comme si quelque chose en elle acceptait de se tenir debout. « Tu me rappelles ?» a-t-elle murmuré. « Je reste joignable », j'ai répondu, « mais je ne reviens pas. » J'ai raccroché doucement. Mes mains tremblaient cette fois. Pas de peur, de douleur, de cette douleur propre aux décisions justes. Je suis restée longtemps à regarder le café froid, puis je l'ai bu quand même, parce que même la liberté a parfois un goût amer, et qu'il faut apprendre à l'aimer ainsi. 4 mois plus tard, je suis revenue à Lyon comme on revient d'un long rêve, avec, pourtant, la certitude d'être enfin éveillée. La ville avait changé sans changer, les façades étaient les mêmes, les vitrines les mêmes, les gens pressés les mêmes. Mais moi, je ne me glissais plus entre eux comme une excuse. J'avais une peau un peu plus sombre, des mains plus sûres, un regard moins disponible. J'avais fait couper mes cheveux sur une aire de service, un matin de Mistral, presque sur un coup de tête. Une coupe courte, pratique, vive. Et ce mot « pratique » que j'avais tant détesté avait pris une autre couleur sur ma bouche. Il pouvait aussi servir la liberté. Je suis arrivée la veille de Noël. Le van roulait lentement dans les rues humides, sous les guirlandes qui clignotaient comme des sourires obligatoires. À l'approche de l'immeuble de Camille, j'ai senti mon ventre se serrer. Pas par peur d'elle, par lucidité. Je savais ce qui m'attendait.
La tentation du retour à l'ordre ancien, le poids des habitudes, la douceur toxique du « comme avant ». Je n'ai pas garé le van au loin, je l'ai stationné juste devant, bien visible. Mon petit navire mante au milieu des voitures grises. Et surtout, je n'ai pas monté les escaliers tout de suite. Je suis restée assise quelques secondes au volant, à écouter le moteur qui refroidissait, le tic-tic discret du métal. Ce bruit-là ressemblait à un cœur qui reprend son rythme après une course. J'ai posé ma main sur le volant comme on remercie quelqu'un. Puis, j'ai ouvert la porte. L'air lyonnais m'a sauté au visage, plus épais, plus urbain que celui des côtes, mais avec cette odeur d'hiver que je connais depuis toujours. Fumée légère, marron chaud, humidité sur les pierres. Je portais un sac de toile rempli de petites choses, du sel portugais, une conserve de sardines étonnamment élégante, un bout de fromage acheté en route, des biscuits de Galice, un foulard pour Camille, oui, pour Camille, et une petite boîte en métal pour Julien, parce qu'il perd tout. Rien de grandiose, juste des preuves d'existence. Quand j'ai sonné, les enfants ont ouvert avant même que Camille arrive. Ils m'ont regardé une seconde, comme si mon visage devait se réinscrire dans leur mémoire. « Mamie !» a crié l'un. Et leur corps a fait le reste. Ils se sont jetés sur moi avec cette violence joyeuse des enfants. J'ai senti leurs bras, leur chaleur, et j'ai eu un pincement au cœur. L'amour, le vrai, n'avait jamais été le problème. Le problème, c'était l'usage qu'on faisait de cet amour. Camille est apparue dans l'entrée, elle s'est figée. Son regard a glissé sur mes cheveux, sur ma veste, sur mes joues hâlées. Puis, presque malgré elle, il s'est posé sur le van visible par la porte entr'ouverte. « Tu es venu avec ça ?» a demandé elle. Ce « ça » aurait pu être méprisant, il était surtout déstabilisé, comme si mon autonomie était une provocation. « Oui », ai-je répondu, simplement. « Je dors dedans. » Julien est arrivé ensuite, les bras chargés de paquets, une chemise qui n'était pas parfaitement repassée, détail minuscule, mais qui racontait tant. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qu'on croyait connaître et qui revient avec un accent nouveau. Il a voulu plaisanter, puis il n'a pas trouvé. Il a juste dit « Tu as l'air bien ». J'ai hoché la tête. Je n'allais pas leur raconter les nuits froides, les pneus, les aires de stationnement, les peurs secrètes. Je n'allais pas non plus leur faire la leçon dès l'entrée. Je savais que la vraie force à mon âge, c'est de ne plus avoir besoin de convaincre. Nous avons mangé ensemble. Oui, j'ai aidé, mais je n'ai pas pris la cuisine. J'ai coupé du pain. J'ai apporté une salade. J'ai laissé Camille gérer le reste. Elle était tendue, maladroite parfois, mais elle faisait. Et ce simple fait, la voir faire, m'a donné une paix étrange. Plus tard, quand les enfants ont voulu que je reste, comme avant, j'ai souri. Je suis là, ai-je dit, mais je ne suis plus disponible à tout. Ils ont tous levé les yeux vers moi, surpris de la netteté de ma phrase. À ce moment précis, j'ai compris que ma revenance n'avait rien d'un retour. C'était une visite, une présence choisie. Et dans la cour, sous les lumières de Noël, mon van attendait, fidèle, comme une promesse que je n'avais plus l'intention de trahir. Le lendemain, il n'y a pas eu de scène, pas de règlement de compte. La maturité parfois consiste à refuser le spectacle. J'ai pris mon temps. Café dans une tasse ébréchée chez Camille, l'une de ces tasses qu'elle garde pour le quotidien et qui, paradoxalement, m'a semblé plus sincère que toutes ces porcelaines. Les enfants jouaient. Julien répondait à des mails en cachette. Camille faisait semblant de ne pas surveiller tout le monde. La vie reprenait son ancien rythme. Et c'est précisément là que j'ai senti le danger. L'ancien rythme a une manière insidieuse de vous reprendre comme une marée. Alors, avant que la journée ne s'épaississe, j'ai posé sur la table une enveloppe et un carnet. Rien de solennel, juste des mots écrits, parce que les mots écrits tiennent mieux que les promesses. J'aimerais qu'on se mette d'accord, ai-je dit, calmement. Camille a levé les yeux, méfiante. Julien a cessé de tapoter son téléphone. Ils ont eu ce même réflexe, celui qu'on a devant un papier administratif.
et c'était presque comique parce qu'il s'agissait enfin de ma vie, pas d'un formulaire. Dans l'enveloppe, il y avait une proposition simple, pas un contrat au sens juridique, je ne suis pas là pour faire peur ni pour humilier, mais un accord familial, clair, daté, signé, une trace. Parce que je connais la mémoire des familles, elle oublie vite ce qui arrange. 2 jours par semaine, je garderai les enfants, 2 jours fixes, pas quand vous avez besoin, pas en urgence, pas juste cette fois, 2 jours. Le reste du temps, je le gardais pour moi, mes rendez-vous, mon silence, mes routes, ma fatigue, mes joies, et surtout aucune clé de chez moi ne circulerait. Plus de double, plus de « je passe déposer quelque chose ». On prévient, on demande, on respecte. Julien a voulu sourire, un peu gêné. « C'est carré, maman. C'est respirable », ai-je corrigé. Camille a parcouru la feuille. Je voyais ses lèvres bouger légèrement, comme si elle cherchait le point faible, la faille où elle pourrait glisser une exception. Elle a relevé la tête. Et si il y a un imprévu? Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas dramatisé. Je lui ai simplement répondu ce que j'aurais dû dire depuis 10 ans. Un imprévu, ce n'est pas une organisation. Tu es leur mère, Julien est leur père. Vous trouverez des solutions, payantes parfois, fatigantes souvent. C'est la vie d'adulte. Julien a regardé ses mains. Il a murmuré « On ne s'est pas rendu compte ». Je savais. On ne se rend jamais compte de ce qui nous sert. On s'en rend compte quand ça s'arrête. C'est pour ça que je n'avais pas envie de les écraser. Je voulais simplement qu'ils comprennent et que cette compréhension se transforme en habitude nouvelle. Camille a signé, lentement, sans commentaire. Un geste sec, mais un geste tout de même. Julien a signé à son tour, plus vite, comme quelqu'un qui a honte d'avoir tardé. Puis, presque timidement, Camille a regardé mon poignet. Et le bracelet? Je suis restée un instant silencieuse. Je n'avais pas oublié la téléalarme. Je l'avais même emportée. Pas comme un lien, comme un symbole renversé. Je l'ai sorti de mon sac. Je l'ai posé sur la table, entre nous. Je le garde, et je dis. Mais c'est moi qui décide quand je le porte, et je ne veux plus de questions qui ressemblent à des contrôles. Elle a baissé les yeux. Julien a hoché la tête. En bas, dans la rue, mon van attendait. Après le déjeuner, j'ai embrassé les enfants, longuement. Je les ai regardés dans les yeux pour qu'ils comprennent que l'amour ne disparaissait pas avec mes limites. Au contraire, il devenait plus vrai, parce qu'il n'était plus forcé. Avant de partir, j'ai ouvert l'application du bracelet sur mon téléphone. J'ai souri, cette fois sans amertume. J'ai créé un nouveau repère, une aire de camping au bord d'un lac, quelque part vers l'Italie. J'ai enregistré le point, comme on plante un drapeau. Puis j'ai démarré. Dans le rétroviseur, je les ai vus sur le trottoir. Ils ne me regardaient plus comme une évidence. Ils me regardaient comme une femme qui a repris sa place. Pas au centre, pas au service, à sa hauteur. Et sur la route, sous le ciel d'hiver, j'ai pensé avec une clarté presque tendre, vieillir n'est pas finir. Vieillir, c'est enfin choisir. Il y a des histoires qui ne parlent pas de fuite, mais de rééquilibrage. Celle-ci en fait partie. Ce que j'ai appris tardivement mais définitivement, c'est que l'amour n'excuse pas l'effacement. Être mère, être grand-mère, ce n'est pas disparaître dans le confort des autres. Aider ne signifie pas se rendre invisible. Et surtout, la liberté n'est pas un luxe réservé à la jeunesse. C'est un droit qui se reconquiert à tout âge, parfois au prix d'un inconfort passager, souvent au prix d'un regard désapprobateur. J'ai aussi appris que les familles ne sont pas cruelles par nature, elles sont souvent aveugles par habitude. Tant que quelqu'un tient debout pour tout le monde, personne ne se demande combien cela lui coûte. Ce n'est que lorsque cette personne s'assoit ou s'en va que la vérité apparaît. Mettre des limites n'est pas une punition, c'est une pédagogie silencieuse. Et parfois, la seule façon d'être respecté est de cesser d'être toujours disponible. Et enfin, il y a cette idée qu'on n'ose pas dire aux femmes de plus de 60 ans, il n'est jamais trop tard pour reprendre le volant de sa propre vie. Pas pour tout casser, pas pour régler des comptes, mais pour se replacer à sa juste place, ni au-dessus, ni au-dessous, simplement debout. Et vous, avez-vous déjà eu le sentiment d'être devenu une évidence dans votre propre famille? Avez-vous déjà aidé jusqu'à vous oublier en pensant que l'amour exigeait ce sacrifice? Et surtout, si vous osiez poser une limite aujourd'hui, laquelle serait-elle? Si cette histoire vous a parlé, racontez-nous la vôtre. Une décision tardive, une liberté retrouvée, une limite enfin posée. Vos mots comptent, votre vécu mérite d'être entendu.
Et parfois, partager son histoire, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur sa propre vie. Feeling if we had a good day, if people got stuff done, I'm not as perceptive you give me credit for. Think about why someone might have fairly recently been banned from the channel. Dibs. And why that person might be a founder. Guys, something huge just happened in that Pomo. Actually, two things just happened in that Pomo that's pretty huge. First thing, guys, Kate hit 500 fucking dings. Kate, that is insane. That is absolutely insane. Well done, you. 500. I don't know who's next. Sponge was doing pretty well, but Sponge dropped off. Dips, what are you on? There's one other person who does it loads. Is it you, Noak? It's not you. Oh, you dropped off as well, Dips. Like, I can't remember. I can't work out who it is who's got the really high one. Hi, Burner. I only ding off stream. Nice. Wow, Glenn, calm down. That's crazy, Kate. I think it's Sponge, yeah. I was sure there was a boy. I know ding's a thing. Ambiguous Noodle, nice. Welcome in. That's a good first time message. Hello, welcome in. Oh my god, huge. Unreal work. A boy, I know. Sorry, be on my level. Well done, Kate. Oh, Dot, you caught Danny's stream. Nice. How was it? Oh, I need to click my back. Okay. Dot, how's your day been so far? I do have to go fairly soon. I'm here for you more than you're there for me. So don't throw rocks in a glass house now. Hey now. That's not true. I'm usually lurking in your streams. I've got you running a lot of the time, surely. Been on for 6 hours. Hell yeah. It's only a co-working stream. It was a joke. Okay. Okay. Sure. What was I about to say? Sorry, it hit. You see me panic. No, I was going to say something else. I can't remember what it was. Oh, my teeth. I just noticed my teeth look whiter than normal because I've tanned my face today. I have had 2 separate men on dating apps say that I have not just like compliment me on my teeth, say I have sexy teeth. Wait, do I come play it? Am I starting? No, you're okay, Glad. You're so fine. Don't spiral. I'm going to play this. I put this in the lock-in. This is if you want a teaser for what you get in the lock-in, this is the sort of content that you get. Here we go. This is a voice note that I got from a man. Sexy teeth. Hot teeth is mental. Yeah, hang on. Thank you, Jordan. Here. Ready? Hi, Zamo. Also, I hope it's not too forward of me saying, but if it is, then, we'll just have to live with it. I think you have, like, the nicest smile, and you've got, like, really hot teeth, too. Just saying. Sorry? If you have to start with, I hope it's not too forward, it probably is. Why did he breathe so hard? That's my brother. I'm so sorry. He sounds out of breath. You blocked him. I did unmatch him after that. Good morning, Sarah. Good morning, Zamo. Just one more time. Hi, Peter. Also, I hope it's not too forward of me saying, but if it is, then, we'll just have to live with it. I think you have, like, the nicest smile, and you've got, like, really hot teeth, too. Just saying. Just say it. Like, why does he say it like that? Just saying. That was Caden's first response. He wants your teeth somewhere, but that's not the first person who said that. Does your brother happen to have a tooth thing? Is that where that's come from? Just saying. This was a straight man, apparently. He was a bit of a weirdo.
Here, was there... Oh, have I got to find it?